jour particulier au cœur de votre émission aujourd'hui et pour en discuter, Madame Fofana, une répétitrice passionnée et active dans l'encadrement scolaire à domicile depuis 7 ans maintenant. À côté d'elle, un professeur de lycée qui cumule 3 décennies de métier et en qualité d'expert sur ce sujet, nous avons ici un inspecteur de l'enseignement secondaire ivoirien. On est jeudi et aujourd'hui c'est grand format sur votre chaîne de télévision. Bonjour chers tous et bienvenue tant à la maison qu'ici nous accueillons les professeurs, encadreurs et éducateurs venus de Dabou et les élèves du cours secondaire méthodiste de Dabou, donc de la même ville. Bonjour Manuela. Hello Jean-Michel, salut cher public, bonjour aux chers téléspectateurs aussi. Ouais, super, toujours un plaisir de vous avoir Manuela. Toujours un plaisir d'être à vos côtés. Un peu comme une lumière sur ce plateau Manuela. Manuela, est-ce que dans votre parcours, de votre jeune mémoire, avez-vous eu un répétiteur à la maison? J'ai eu un répétiteur. Alors il me semble que j'étais au collège à l'époque, j'étais médiocre en mathématiques. Donc j'en avais besoin. Voilà, j'étais plutôt sur les langues moi. J'étais médiocre en mathématiques et ça m'a beaucoup aidé. Ah d'accord, donc ça vous a permis de remonter au niveau moyen. C'était une catastrophe en même temps, c'est pas compliqué. Paulus Agaton, grand bonjour. Oui, grand bonjour à toi JM, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien Jean-Michel, le sujet m'a fait penser à une petite anecdote lorsque j'étais au CP, au CP2. Allez-y. Voilà. En fait, j'avais un répétiteur et je sais pas ce que j'avais fait une fois, il m'a lancé une injure et moi je ne me suis pas contenu, je lui ai relancé l'injure. Mais en fait mon père il m'a montré en fait quelque chose de particulier ce jour. Une volée de verre. D'accord. Mais est-ce que, moi je vous aime bien pour votre côté fluide, c'est tout pareil hein, pour Manuela, fluide, éloquent et tout ça. Est-ce que vous avez eu le temps de passer cette expérience de savoir à un petit jeune quelque part en qualité de répétiteur aussi ou de maître de maison pour parler un peu répétiteur non, par contre j'ai plutôt aidé un adulte qui n'avait pas eu la chance de faire l'école en fait. Ok. Et pendant combien d'années? On va dire 2 ans, c'était pas facile. Hein. Ah, j'imagine bien, d'accord. Mais en tout cas vous avez essayé, j'ai lu quelque part qu'il y a chose plus grave dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Merci de l'avoir fait, c'est à saluer. Nous sommes en compagnie, je vous l'ai dit, depuis le début de cette émission de Madame Fofana. Si je dis ça comme ça, c'est tout court, on n'en sait pas plus. Alors nous avons mobilisé 2 ressources, ils sont comme des professeurs, ils jonglent les mots et les lettres pour nous présenter notre invité de ce jour. Voici tout de suite le travail d'Adji Raymond et Nafi Touré. Former les jeunes apprenants du primaire et les doter du niveau nécessaire pour réussir leurs études scolaires. Plus qu'un métier, cette activité est pour Bintou Bamba, épouse Fofana, une vocation. C'est après l'obtention de son baccalauréat en 2014 qu'elle se lance dans l'aventure dans les ruelles de Yopougon, Gabriel Gare, où elle passe de concession en concession. Au départ, les parents sont réticents. Mais grâce au succès qu'elle enregistre avec ses 8 premiers élèves, d'autres parents sont convaincus. Très vite, le nombre de ses élèves grossit. Son résultat devient une référence. Aujourd'hui, elle tient une classe de 62 élèves allant du primaire au secondaire. Seulement, ses conditions de travail restent précaires puisqu'elle exploite une salle privée d'électricité. Preuve de sa passion débordante, elle initie ses élèves à l'informatique en se servant de son ordinateur personnel. Comment parvient-elle à gérer tout le stress lié à son travail, d'autant plus qu'elle doit parallèlement s'occuper de son foyer? Explication tout de suite avec Jean-Michel Onin. Madame Bintou Bamba, épouse Fofana, notre témoin de ce jeudi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à l'équipe de ce midi. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, il y a notre spécialiste, monsieur Ili Baba, qui est inspecteur de l'enseignement secondaire, sous-directeur à la direction de la pédagogie et de la formation continue. Bon, pour faire court, on va dire DPFC. C'est ça. Ouais, c'est pas un club de foot, hein, c'est juste un club de... Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là pour échanger avec vous sur ce thème qui est très important et qui intéresse bien les familles. Tout à fait. Alors, pour compléter la présentation de notre témoin de ce jour, Madame Bamba, épouse Fofana, pour les besoins de cette émission, nous allons vous appeler Madame Fofana, ça vous convient? Oui, ça me convient. Parfaitement, d'accord. Vous êtes admissible au BTS Finance, Comptabilité et Gestion d'entreprise. Voilà, c'est votre actualité, hein, c'est tout récent. Et puis, vous êtes mariée depuis le 19 mars 2020. Toutes nos félicitations. Vous êtes mère d'une fille d'1 an.
Et vous attendez un deuxième petit ange, un chérubin qui va arriver bientôt. Oui, Inch'Allah. Je ne sais pas, entre vous et Manuela Pocosi, qui est la plus avancée? Moi, je suis Madame. la plus avancée. Je suis à 7 mois. 7 mois. Vous en savez, et vous, Je Manuela? suis encore dans la phase bien, moi, cool, 5 mois. D'accord. Bah, écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur à toutes les deux. Et on va parler d'enfants un peu plus âgés que ceux que vous avez dans vos belles matrices. Ce sont ces enfants que vous encadrez depuis 7 ans maintenant. Oui. Voilà. Disons que vous avez, lorsque vous démarrez votre activité, c'est en 2014. Oui, oui. Vous venez d'avoir votre bac et vous vous lancez dans l'encadrement à domicile. Oui. Alors, à cette époque-là, quel était le justificatif? Pourquoi cet élan? C'est parce que vous avez besoin de gagner un peu plus d'argent? Vous vous sentiez grande, il fallait trouver de l'indépendance personnelle? Merci pour cette question. Bon, après l'obtention de mon bac, parce que j'ai fait un bac G, un bac G2, un bac en comptabilité. On vous a appris à chercher l'argent, c'est ça? En quelque sorte. Après l'obtention de mon bac, vraiment, c'était un peu dur pour payer les grandes études. C'était très dur. Bon, quand les orientations sont sorties, bon, je suis allée voir mon papa pour dire, ah papa, vraiment, les orientations sont sorties, mais il faut faire l'inscription. Papa m'a dit automatiquement, vraiment, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Il faut aller vendre au marché. Il m'a dit d'aller vendre au marché avec mes soeurs. Il vous a précisé ce qu'il fallait vendre? Oui. Aubergines, tomates ou... Et il dit piment. il dit, ah papa, mais il ne faut pas gâter mon nom comme ça. À peine je viens d'avoir le bac, normalement, un père doit encourager sa fille. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir le bac. Ce n'est pas permis à tout le monde d'aller jusqu'au bac. Si moi je suis arrivée là, vraiment, c'est que je vais aller plus loin. Donc vraiment, il faut de l'argent pour payer mes coûts. Il m'a dit non, il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Donc, c'est ainsi qu'un jour, moi-même, je me suis assise, vu que je suis un peu dans un quartier vraiment très précaire, où il y a trop de laisser aller, il n'y a pas de suivi. Donc, au début, j'enseignais mes petits frères, mais à la maison, j'ai dit non, je vais sortir de ce cadre-là. Donc, un jour, je me suis assise, j'ai dit non, attends, je vais aller voir une de mes camarades pour proposer mon activité. Elle m'a dit non, que non, le cours à domicile, c'est pas bon, ça fatigue. Moi, j'ai dit bon, d'accord, moi, je vais me lancer dedans pour essayer. Donc, c'est ainsi que je suis passée de porte à porte. Bon, quand je partais, il y a d'autres qui me reflètent, disent non, on n'a pas besoin. Puisque déjà, le cours, il y a déjà l'encadrement, il y a déjà le suivi. Et ça, c'était la réaction des parents? Oui, c'était la réaction des parents. Et votre quartier, il s'appelle comment déjà? Gabriel Gare. Gabriel Gare, à Yopougon. À Yopougon, Gabriel Gare. Normalement, Gabriel à Yopougon, ça veut dire, c'est quoi? C'est le port, non? Oui, c'est le port. La viande, ça s'appelle le Gabriel. Oui. D'accord. D'accord. Donc, il y a d'autres parents qui m'ont proposé d'encadrer les enfants. C'est ainsi que j'ai commencé avec 8 élèves. Donc, vraiment, de bouche à oreille, à peine les parents ont vu les résultats des enfants. Au début, ce n'était pas trop ça, parce que je ne les encadrais pas. Mais quand j'ai commencé à encadrer les enfants, vraiment, ils ont vu que il y avait une amélioration. Merci, il y avait une amélioration. Okay. Donc, de bouche à oreille, au début, je faisais ça devant ma porte. J'avais un petit tableau, plus un petit, bon, vraiment, il y a des élèves qui s'asseyaient par terre, parce qu'il n'y avait pas de place. C'est un quartier, vraiment, c'est pas trop ça. Donc, on a commencé un peu, jusqu'à de bouche à oreille. J'ai vu que les élèves, vraiment, chaque année, l'effectif s'augmente chaque année jusqu'à... Aujourd'hui, nous sommes en 2021, vraiment, je remercie Dieu, aujourd'hui, je suis à 62 élèves. Ah, tiens. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, il y a des gens qui viennent s'inscrire. Mais vraiment, comme la classe n'est pas trop grande, cette année, je me suis limitée à 62. J'ai dit, je ne veux plus, puisqu'il n'y a pas de place. Tu peux pas, un parent ne peut pas me payer, et puis il va venir voir son enfant n'est pas assis vraiment dans de bonnes conditions, ce n'est pas joli à voir. Vous souffrez de votre succès. Voilà. Les élèves sont assis 4, ils sont assis par 4, ils sont assis par 5. Vraiment, ce n'est pas joli à voir. D'accord. Alors, toujours sur cette question-là, quels étaient, à vos débuts, on parlait de ces 8 élèves avec lesquels vous avez commencé, quelles étaient leur classe, leur niveau, lorsque vous démarriez avec eux? Bon, j'ai commencé avec CP2, il y avait la classe de CP2, CE1, CE2. Vraiment, ils n'avaient même pas de niveau. C'était quoi leur lacune? La lacune, c'était en lecture. Ils n'avaient même pas le niveau même d'un élève de CE2, un élève de CE2 mais qui
qui ne pouvaient pas faire une lecture, c'est dangereux. CP2, au moins, on peut comprendre. Parce qu'ils viennent de quitter le CP1 par le CP2. Là, je peux t'encadrer un peu. Ce 1, pareil. Mais CE2, vraiment, c'était dangereux. Vraiment, pour les apprendre à faire la lecture, c'était dur. Mais vraiment, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond. Parce que c'est un travail vraiment que j'aime. C'est un métier qui me passionne. J'adore ça. Justement, donc, je me suis donné à fond pour encadrer ces enfants. Aujourd'hui, vraiment, ces enfants-là, ils ont tous de bonnes notes à l'école. Ils sont toujours parmi les meilleurs élèves. Ça fait que souvent, même dans l'école, les professeurs m'appellent, les maîtresses m'appellent. Mais Madame Bamba, comment tu fais avec ces élèves-là? Mais je dis, c'est un secret, je ne dis pas à quelqu'un. Mais comment se fait-il que les professeurs de ces enfants vous connaissent? Je me rends dans les différents établissements. Chaque mercredi et chaque vendredi soir, je me rends dans les différents établissements pour aller voir un peu le niveau d'élève, le comportement de l'élève. Parce qu'il ne faut pas rester pour dire que non, moi je suis maîtresse, moi je l'enseigne à la maison, pour se limiter à ça. Non. Il faut te rendre dans l'établissement de l'enfant, voir un peu le comportement. L'enfant, tu sais, l'homme a deux faces. À la maison, il a sa face et dehors, il a une autre face. À l'école, chez moi, quand ils viennent vraiment, ils sont directs, ils sont corrects. Mais quand je me rends dans l'établissement, on me dit, l'enfant il est comme ça, l'enfant il est comme ça. Il me dit, mais quand tu viens chez moi ici, tu fais comme tu es comme ça. Mais à l'école, tu as autre phase. Donc, je me rends un peu pour avoir plus d'informations sur l'enfant. Et puis, les niveaux d'études, dans telle matière où ça ne va pas. Si en français, il n'a pas de bonne moyenne, ou en anglais, il n'a pas de bonne. L'anglais, vraiment, c'est dur. Mais quand je vais leur donner des cours en anglais, vraiment, je fais les recherches sur Google. Et puis, je les ai fait acheter beaucoup de romans en anglais. Parce que moi aussi, ça me permet de me former plus encore en anglais. D'accord. Franchement, c'est une méthode qui est assez exceptionnelle. Voilà. Rares sont les encadreurs de maison qui vont jusqu'à l'école de leurs apprenants pour en savoir plus sur eux et faire un suivi adapté. Il y a une réelle enquête et Madame Fofana, vous avez en partie répondu à ma question, mais c'est pas grave, je vais le souligner. Vous disiez que vous commencez cette activité par nécessité financière pour pouvoir poursuivre vos études, mais avant tout, ce qui vous a permis de tenir, parce que vous nous avez dit que les débuts étaient difficiles, les élèves n'ont pas le niveau, c'est la passion surtout, non? Ouais. On dit que l'éducation, souvent, c'est censé être une passion, une vocation même, j'ai envie de dire. C'est ça qui vous a fait tenir, c'est ce qui vous a animé? Oui. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, tout est basé sur l'éducation des enfants. Tout est basé vraiment sur l'éducation des enfants. Il ne faut pas voir ton enfant au dur. Vraiment, ça va. Parce qu'aujourd'hui, il y a nos parents, quand ils voient l'enfant n'a pas de bonne moyenne, CP1, CP2, vraiment, ils disent, mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus à l'école. Ça, c'est dangereux. Mais si tu n'as pas suivi l'enfant, toi, tu veux que l'enfant fasse quoi? Il faut suivre l'enfant. Il faut nous aussi, nous contenter pour que nous puissions suivre l'enfant aussi. Il y a ça aussi qui est là. Mais si toi, tu ne suis pas l'enfant, il y a du laisser aller au quartier. À la maison, pareil. L'enfant n'a jamais étudié. À l'école, il fait seulement d'aller à l'école. Mais arrivé à la maison, la maman même, ou bien le papa n'a jamais dit, ouvre ton cahier, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Et ça, c'est dangereux. Un enfant, dès qu'il quitte à l'école, bébé, vous avez fait quoi aujourd'hui? Ah, quelle est la matière que vous avez fait aujourd'hui? Quand c'est comme ça, vraiment, ça motive encore l'enfant. Mais il n'y a pas de ces genres de questions. L'enfant, il est livré à lui-même. Parents aussi, pareil. Vraiment, c'est fatigant. C'est gênant en plus. Oui. Okay. Ça n'encourage pas en plus les enfants. D'accord. Moi, j'ai une question relativement au nombre d'enfants que vous prenez. Vous avez dit 62 enfants. Vous les prenez ensemble au même moment? Non. Puisqu'on a un emploi du temps. Oui. Un emploi du temps. Bon, dans la semaine, il y a 7 jours. Bon, nous, on a plus uniquement que 6 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi, je prends les élèves du primaire. Mardi, ceux du secondaire. Mercredi, primaire. Jeudi, ceux du secondaire. Vendredi, primaire, samedi, ceux du secondaire. C'est assez organisé. Hein. C'est très organisé, très organisé. D'accord. Alors, les enfants ont des caractères assez différents. Ils n'ont pas le même rythme d'apprentissage, de suivi, la même concentration. Est-ce que vous arrivez, avec ce nombre d'élèves que vous avez enfin, dans votre classe à ciel ouvert, c'est une classe à ciel ouvert, ou enfin, anyway, dans votre classe, est-ce que vous arrivez à les suivre de manière, enfin, je ne sais pas s'il faut dire du sur-mesure, mais de manière adaptée à leur rythme? Bon. Là aussi, c'est le problème qui se pose. Parce que souvent, les élèves n'ont pas le même niveau. Il y a d'autres, vraiment, en mathématiques. Bon, si au moins
15 élèves de CM2. En mathématiques, il y a d'autres vraiment qui sont déjà un peu bien en mathématiques. Il y a d'autres, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Les dimanches, quand j'ai un peu de temps, je les appelle, soit parce que j'ai le numéro de tous les parents d'élèves. Tous mes 62 élèves, eux tous le numéro de leurs parents. J'appelle les parents pour dire, ah, bon, dis à ton enfant, aujourd'hui, dimanche là, nous allons venir étudier. Donc, ceux qui ont les lacunes en mathématiques, je les prends uniquement que les dimanches en mathématiques pour améliorer un peu la lacune. Leur niveau, vous voulez dire. Leur niveau, moi, merci. D'accord. Alors, il y a une question qui se pose, c'est au sujet de la pédagogie. Vous êtes une passionnée, c'est un très bon point, mais vous savez que pour enseigner un enfant, il faut au moins un certain sens de la pédagogie. Vous n'avez jamais été au CAFOP, qui est l'école par excellence qui forme les instituteurs en Côte d'Ivoire. Alors, comment vous vous débrouillez pour réussir à aider les enfants à corriger leurs lacunes, à hisser leur niveau et au final avoir de meilleurs résultats scolaires? D'où vous tirez cette stratégie de travail ou d'enseignement? Bon, avec les enfants, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand je vois qu'il y a un enfant vraiment qui n'a pas le niveau, vraiment, il y a d'autres élèves, mais vraiment, ça ne va pas même. Je ne peux pas venir sur le plateau mentir pour dire, vraiment, tous mes élèves sont brillants. D'autres élèves, vraiment, ça va même pas. Je me donne à fond. Je me donne à fond. Souvent même, je suis obligée de me rendre. Je joue à domicile, à leur donner encore plus de coups là-bas. Soit je dis aux parents, vraiment, l'enfant, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va même pas chez l'enfant. Et quand c'est aussi compliqué, c'est quoi votre technique en tant qu'encadreur de maison pour les aider à s'en sortir, à y voir plus clair? C'est de les apprendre bien à étudier, apprendre bien à retenir ce qu'on fait en classe. En classe. Vous essayez de leur simplifier la compréhension. C'est souvent, mais il y a des élèves même, vraiment, il y a un problème aujourd'hui sur l'éducation. Vraiment, c'est dangereux. Aujourd'hui, on dit de ne pas frapper les enfants. Il y a trop de laisser aller. Et ça, c'est dangereux. Quand je me rends dans les différents établissements, quand je rentre dans les classes, je vois que les élèves sont 60, 70. Mais les maîtresses, ils s'occupent des élèves qui sont seulement les élèves brillants. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Ils s'occupent seulement des élèves qui sont brillants. Et les autres, ils sont là, ça bavarde derrière, il y a trop de laisser aller. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Bon. Ça fait qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas de nouveau, surtout en lecture. Ils n'ont même pas de nouveau en lecture. Un élève de CM2 qui ne sait pas faire une lecture, c'est dangereux. Mais c'est eux, vraiment, quand on les classe, on dit une de moyenne passe, deux de moyenne passe. Mais comment je vois, plus seulement je signe les bulletins. Ça se fait dans quelle école de Côte d'Ivoire, ça? Deux de moyenne qui passent. Bon. Plus que seulement je signe les bulletins de mes élèves, les parents n'ont pas droit à signer les bulletins. Jamais. Quand tu signes le bulletin de ton enfant, je te dis automatiquement, va chercher un autre maître de maison pour ton enfant. Moi, je ne prends plus ton enfant. Plus que c'est moi. Avant, quand tu m'appelles de venir enseigner, je te dis vraiment, l'éducation de l'enfant, quand vous envoyez l'enfant, il vous dit, c'est moi, je suis l'enfant. Donc, tout ce qui est à propos de l'école, c'est moi, je gère ça. Mais vous n'êtes pas parent, c'est mis sur parent. Mais non, c'est pas grave. Mais en quelque sorte, je suis parent aussi. Tout ça, je donne. Je suis l'enfant. On comprend que vous donnez tout, hein, vous donnez beaucoup. J'ai un fichier Excel aussi qui me permet de suivre mes enfants. Ah, c'est très intéressant ça. J'ai un fichier Excel qui me permet de suivre. Et qu'est-ce que vous consignez dans ce fichier Excel? Qu'est-ce que vous enregistrez? La moyenne. À l'école aussi, le comportement, le suivi aussi. Ça vous permet de suivre l'évolution? Oui, l'évolution des enfants avec leur moyenne générale. C'est très bien. Ça, c'est à applaudir, franchement. Madame Fofana nous expliquait en off, elle n'a pas mentionné, mais elle nous expliquait en off qu'elle se tenait aussi informée des méthodes d'enseignement. Vous regardez aussi ce qui se fait ailleurs pour pouvoir adapter. Par exemple, vous disiez que vous avez 62 élèves, mais vous faites aussi des ateliers comme ça où vous avez des élèves en nombre réduit, on va dire, des effectifs réduits. Donc ça vous permet de mieux accompagner, mieux cibler. Aussi, vous mettez ces méthodes-là à profit. Oui. Vous êtes autodidacte, oui, mais en même temps, vous regardez quand même en parallèle. Oui. Souvent, je regarde les émissions à la télé, comment dispenser les cours, comment apprendre. Parce que je ne peux pas dire que vraiment... Que vous avez la science infuse. Voilà. Je regarde un peu l'émission. Souvent, je vais à l'école, mais auprès des maîtresses, vraiment, ici, là. Comment il faut faire pour calculer ça, comment il faut faire pour donner ça pour que l'enfant puisse comprendre. Regardez à l'Occident. Regardez l'éducation des enfants de là-bas. Et puis regardez ici. Il y a un changement. Ce n'est pas pareil. Regardez en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, après la descente des coûts des enfants,
Ils sont suivis par les répétiteurs. Ils sont suivis par... Souvent, mais les répétiteurs, mais souvent les chercher devant l'établissement. Vraiment, quand je vois ça, ça me motive encore, ça m'encourage encore. Vous voulez répliquer le même modèle ici? Oui. L'enfant risque d'avoir faim, hein, parce qu'une fois qu'il descend, il fait manger. Vraiment, mais c'est l'éducation. Un enfant, c'est l'éducation. Il faut qu'il mange un petit coup quand même. Un enfant, c'est l'éducation, c'est le travail. Il faut te donner à fond. D'accord, ok. C'est bien compris. Madame Bintou Bamba, épouse Fofana, nous allons continuer d'échanger avec vous. Je précise qu'à côté, nous avons Monsieur Ili Baba qui vous a écouté avec une grande attention. Monsieur Ili Baba, tous ces échanges nous posent la question hein, du niveau scolaire de nos enfants, en Côte d'Ivoire particulièrement. Alors, il y a eu un rapport récent qui a été publié par le PASEC, et le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEM. La CONFEM, c'est l'ensemble des pays qui ont la langue... CONFEMEN, pardon, merci beaucoup. Autant pour moi, l'ensemble des pays qui ont la langue française en partage sur le continent africain. Et ce rapport-là n'est vraiment pas à la gloire de la Côte d'Ivoire. On a un très très mauvais classement sur cette publication. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on en soit arrivé là? Merci bien pour la question. Il faut dire que c'est un rapport qu'il faut prendre un peu avec des pincettes. Hein. Et pourquoi? Parce que, d'abord, les conditions ne sont pas toujours réunies pour évaluer nos enfants. La première des choses, c'est que les enfants découvrent les outils d'évaluation le jour même de cette évaluation-là. Alors qu'ailleurs, ils sont entraînés hein, dans l'évaluation formative tout au long de l'année scolaire. On leur apprend à travailler avec ces outils. De sorte que le jour de l'évaluation, ils sont déjà habitués à ces outils. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, l'évaluateur n'est pas le maître de la classe. C'est quelqu'un qui arrive, que l'enfant n'a jamais vu. Et donc, il est surpris de le voir. Quand un véhicule arrive au milieu de l'école, une cata qui arrive, qui ferme les portes, et on met un chrono là, il faut lire ceci en 10 secondes, 15 secondes. L'enfant, il est complètement paniqué. Il perd son latin. Tout ce qu'il a appris est complètement inhibé. Donc, ce n'est pas la même chose. Et en plus de cela, les outils d'évaluation. C'est-à-dire que ce qui est donné à l'enfant. Normalement, nous qui sommes les concepteurs du programme, des contenus d'enseignement, nous sommes la direction de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale, qui avons à charge l'élaboration des contenus d'enseignement de tous les niveaux d'enseignement. L'élaboration des manuels scolaires, le suivi et l'encadrement pédagogique des enseignements sur le terrain. Nous avons sur le territoire national des démembrements qu'on appelle antennes de la pédagogie et de la formation continue dans les 36 régions qui vont contrôler le suivi de l'enseignement au niveau des classes. Mais nous n'avons pas accès à ces outils, ce qui n'est pas normal. Parce que pour être évalué, puisqu'on n'évalue que ce qu'on a enseigné, il aurait fallu que nous qui avons conçu ce programme-là, ces contenus d'enseignement, on ait accès quand même à ces outils pour apporter quand même nos jugements là-dessus, pour essayer de faire les réajustements nécessaires pour que ces évaluations-là évaluent effectivement ce qui a été enseigné. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous dédouaner non plus. Non, 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 pas du tout. Nous sommes en train de travailler, d'entrer en contact avec la CONFEMEN pour qu'on essaie de revoir cette façon de faire là. Parce qu'il y a quand même, ne nous honore pas. Parce qu'il y a quand même. Mais il y a quand même une évolution, puisque l'évaluation se fait tous les 5 ans. D'accord. 2010, 2015, 2020. Mais si vous regardez bien ces résultats-là, il y a quand même une évolution au niveau des résultats. Mais n'y a-t-il pas un véritable souci, à la vérité, un véritable souci au niveau de l'approche pédagogique de l'enseignement en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes actuellement en conformité avec ce qui s'enseigne ailleurs. Actuellement, c'est l'approche par la compétence qui est enseignée ailleurs. C'est-à-dire une approche qui est basée sur l'évaluation de ce qui a été enseigné, sur la méthode active. On n'impose plus l'enseignement, mais on guide les enfants, on les anime. L'enseignant est un animateur. Il les met par petits groupes, il leur donne des consignes, il travaille et ensuite il prend les résultats qu'il consolide et l'enfant voit d'où sortent toutes ces notions pour pouvoir construire véritablement ses connaissances. Alors d'où vient qu'on se plaigne souvent que les enfants, nos petits frères et tout ça aujourd'hui n'arrivent donc pas à s'exprimer correctement, à écrire correctement? Je pense qu'il y a des responsabilités à situer tout de même. Tout à fait. Les responsabilités sont partagées, j'allais dire. Et les vôtres sont lesquelles? Loin de vouloir vous faire... D'abord, l'effectif pléthorique. Quand vous avez une classe de 60, 80, 100 élèves, les conditions de travail sont difficiles pour l'enseignant. Il lui est difficile de circuler dans la classe pour voir ce qui est écrit. Parce que normalement, un enseignant doit pouvoir circuler, aller voir ce que l'enfant est en train d'écrire. Quand il relève une faute, il a dit à haute voix pour que tous ceux qui ont commis la même faute puissent la corriger. Il ne peut pas le faire. Ensuite, il y a un manque de matériel didactique. Les manuels scolaires manquent fortement. Il n'y a pas de livret d'exercice parce qu'il faut s'exercer.
pour mieux fixer les connaissances, vous allez constater. Tout à l'heure, j'ai vu dans le journal un enseignant de français, un professeur de français qui se plaignait. Sur 60 élèves qu'il a, il n'y a que 10 qui ont le manuel scolaire, il n'y a que 15 qui ont le roman qui est étudié en classe. Pourtant, ces élèves ont tous des smartphones, 100 000, 200 000, que les parents peuvent faire payer. Donc, il y a un manque de matériel didactique. Ensuite, il y a une insuffisance de suivi et d'encadrement des enfants à la maison. Voilà. Vous imaginez? Chez nous, l'enfant ne passe que 7 heures, 4 heures le matin, 3 heures le soir, sur les 24 heures que comprend la journée. Donc il en reste 17. Pendant 17 heures, il est avec vous, les parents. Il est à la maison avec vous. Vous devez travailler avec lui d'abord. Nous, on vient en appoint. Quand vous entendez des parents en vacances dire, vraiment, ces vacances, ça dure trop, vous faites trop de bruit à la maison, la rentrée n'a qu'à vite arriver, et puis vous allez vous débarrasser de vos enfants, c'est ce que vous avez mis au monde. L'école seule ne peut pas. C'est un tandem. On doit collaborer ensemble. Mais est-ce que vous prenez en compte aussi le modèle social actuel? Vous avez papa qui va au travail, bon, le salaire ne suffit pas, maman aussi doit aller se chercher pour qu'on puisse arrondir les fins de mois. Il n'y reste plus assez de temps pour s'occuper des enfants. Le meilleur héritage, je pense que ce sont les enfants. Ce qui va rester quand vous allez disparaître là, c'est votre enfant. Donc la qualité de sa formation n'a pas de coût, n'a pas de prix. C'est vrai, les biens matériels, ils rendent des services, mais je pense que si on doit privilégier quelque chose, c'est vraiment l'éducation, la formation de votre enfant. Votre héritier, celui que vous allez laisser après vous. D'accord. Il n'y a pas de collaboration véritable entre le parent et l'administration scolaire. Les parents doivent se rendre à l'école, rencontrer les maîtres, voir un peu le niveau de l'enfant. Comme à notre temps. C'est vrai que nos parents étaient analphabètes. Mais le soir, ils t'obligent à prendre ton cahier, à prendre ton manuel, à lire sur la lampe, malgré le fait qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Mais à force de rabâcher cela, tu finis toi-même par t'habituer à ça et à travailler. Vraiment, ça manque. Nous demandons aux parents de nous aider. Nous faisons des efforts actuellement, si vous avez remarqué, au niveau des lycées et collèges, quand le trimestre finit, pour donner les bulletins. On organise une journée spéciale et on invite les parents pour venir chercher les bulletins. Ça, c'est fait à dessein pour pouvoir mettre en contact une fois, les enseignants et le parent. Mais ils ne viennent pas. En tout cas, très peu viennent. Ils envoient la servante ou bien le chauffeur, parce que comme vous le dites si bien, il n'a pas le temps. Mais ne soyez pas surpris des résultats. Le maître ne peut pas tout faire. D'accord. Il ne peut pas tout faire. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Ili Baba. Nous ne sommes pas au bout de notre entretien. Nous reviendrons pour parler du soutien scolaire, d'autres personnes pour arriver de Paulus et de ma chère Manuela. On se retrouve juste après cette, disons, cette petite parenthèse publicitaire sur RTI 1. À tout de suite. Oh, non, 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 non. Et voici que nous revenons de pub. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, en direct. C'est midi, grand format, sous la thématique des cours particuliers. Comme invité témoin, nous avons madame Bintou Bamba, épouse Fofana, à nos côtés. Elle est répétitrice, répétitrice de maison, ça peut se dire, hein, depuis maintenant 7 ans, voilà, avec de très belles performances. Qui sont passés de 8 à 62 aujourd'hui. Et à nos côtés, en qualité d'expert, monsieur Ili Baba, inspecteur de l'enseignement secondaire, sous-directeur à la direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC. On échangera aussi dans un petit moment avec un professeur de physique-chimie, monsieur JJ APA. Mais avant, petite question pour vous, madame Bamba, c'est bien ça, oui. Madame Fofana, c'est mieux. Quand les notes ne sont pas bonnes, comment réagissent les parents de vos jeunes apprenants? Bon, quand les notes ne sont pas bonnes, automatiquement, les parents viennent vers moi. Tu dis, ah, Miss Bamba, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis vraiment, l'enfant n'a pas de bons résultats ici. Qu'est-ce qui ne va pas? On te paye, c'est pour ça, mais quand les parents viennent dire, non, c'est pas moi. Hein. Il faut regarder l'école. Il faut regarder l'école aussi. Pourquoi vous jetez la responsabilité sur l'école, alors que vous faites partie aussi du processus il y a l'école aussi. De l'enfant? Moi, c'est un appui que je donne. Moi, c'est un appui que je donne. Mais l'école, vraiment, à l'école, c'est à l'école qu'on apprend tout. Peut-être que nous, on n'apprend pas. Peut-être qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas donner. Qu'il y a l'école qui donne ça là-bas. Nous, on n'a pas ça. Vraiment, quand les parents viennent dire, vraiment, c'est pas moi, il faut regarder. Moi, je donne mon coup. L'école donne aussi son coup. Vraiment, si vous voyez que vraiment l'enfant n'a pas bien travaillé, peut-être que vraiment l'enfant, il ne s'est pas trop donné
ce semestre-là, mais ce trimestre-là. Vous êtes censé assurer la continuité de l'école et rendre les choses plus claires pour l'enfant oui. une fois qu'il redescend des cours. Oui. Donc vous comprenez la colère ou l'inquiétude des parents lorsque les enfants n'ont peut-être pas de bonne moyenne. D'accord. Moi, j'ai une question dans ce sens. Alors, tout à l'heure, Madame Fofana, voilà, elle est en train de dire lorsque les bulletins viennent, elle préfère s'occuper des bulletins parce que ce n'est pas la responsabilité des parents. Mais pourquoi, à ce moment spécifiquement, quand ils vous disent que vous êtes responsable de l'échec plus ou moins de leurs enfants, vous désengagez? Excellente question. En fait, je ne me désengage pas en quelque sorte. Mais pourtant. Nous sommes deux. Il y a l'école qui est là. Moi, je suis là, nous sommes deux. Moi, je ne peux pas prendre la faute aussi. Il y a l'école qui est là. L'enfant, il peut ne pas travailler à l'école. Comme il peut ne pas travailler chez moi aussi. Il peut travailler à l'école, puis chez moi, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Il y a des élèves qui sont chez moi, vraiment, ils n'ont pas le niveau. Il ne peut pas dire vraiment, il ne peut pas l'encourager. Il y a des vraiment qui sont chez moi, qui n'ont pas le niveau d'un élève de CP2, CP1, CE2. Vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà. D'accord, ok. Manula? Oui, alors j'ai pas de questions, mais je vais appuyer parce que juste avant la publicité, monsieur Ili Baba disait quelque chose de très important. Là, je vois que la balle, c'est un peu balle de ping-pong entre école, répétiteurs, etc. Mais surtout au centre de tout. On n'a même pas encore évoqué la question de la responsabilité parentale. Voilà, est-ce que vous confrontez les parents aussi à ça? Parce qu'il y a bon nombre de parents démissionnaires. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas suffisamment de temps dans la vie, on ne peut pas tout avoir en même temps, il y a forcément des sacrifices. Et je pense que l'éducation étant l'avenir, hein, on sait, l'Afrique est quand même le continent qui a la plus forte concentration de jeunes. On a 70% de jeunes sur notre continent. Ces jeunes sont notre avenir, l'éducation est l'avenir et c'est aux parents de savoir sacrifier soit de leur temps, soit d'un peu d'argent pour investir sur ce capital-là parce que c'est ces enfants-là qui rapporteront demain. Donc l'État, le gouvernement, les instituteurs, les répétiteurs à domicile sont là pour se suppléer aux parents, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le rôle des parents avant tout, c'est de faire l'éducation de leurs enfants. Ça commence à la maison et l'État ensuite et l'école viennent se substituer pour apporter des connaissances. D'accord, merci beaucoup. Sur la question du soutien scolaire, monsieur Ili Baba, à partir de quel moment, moi, parent, dois-je recourir au service d'un répétiteur pour mon enfant? Merci bien. Je voudrais préciser qu'il ne faut pas que les cours à domicile soient systématiques. Tous les enfants n'ont pas besoin de renforcement. Il y a un diagnostic d'abord à faire. Le parent doit d'abord voir l'évolution des notes et des moyennes de son enfant à l'école. Lorsque l'enfant en classe a un niveau qui est moyen, qui est faible, à la suite de cette analyse-là, alors celui-là a besoin d'un soutien. Mais si déjà l'enfant a un niveau qui est bon, il a une autonomie, il a une indépendance, ce n'est pas forcément nécessaire de faire un soutien. D'accord. Parce que le rôle du soutien, c'est de l'accompagner, de l'amener à être autonome. Une fois ces réflexes sont là, il a acquis déjà le rythme de son évolution lui-même. Il sait quand il n'y a personne qu'à telle heure, il doit prendre son cahier, il doit faire ses exercices. Ce n'est même pas nécessaire encore de l'accompagner. D'accord. Alors, mais c'est quoi le profil, aujourd'hui, c'est quoi le profil, selon vous, du bon répétiteur? Le répétiteur, il doit être qualifié. Qu'est-ce que vous entendez par qualifié? Il doit être un spécialiste. Il doit connaître un peu le comportement de l'enfant. On ne va pas aller jusqu'à lui demander d'aller faire des études de psychopédagogie, comme à l'INS, comme au CAFOP. Mais il doit quand même connaître un peu les stades évolutifs de l'enfant. Connaître un peu le comportement de l'enfant. Il doit être disponible, il doit être à l'écoute et attentionné au travail de l'enfant. Et il doit pouvoir connaître les programmes éducatifs qui sont enseignés en classe là-bas et travailler surtout en fonction de la progression, n'est-ce pas, de la classe. D'accord. Parce qu'il y a le programme, ça c'est l'ensemble des chapitres des leçons, en désordre comme vous voulez, mais il y a la progression, qui est le fil conducteur, c'est-à-dire l'évolution des leçons telles qu'elles doivent être exécutées. D'accord. Alors, parce que les difficultés sont graduelles. Okay. Si vous n'avez pas compris la leçon précédente, il vous sera difficile de comprendre la leçon qui va suivre. Okay. Et donc, pour être efficace, il doit pouvoir adopter une méthodologie, il doit se fixer des objectifs d'apprentissage avec l'enfant, il doit établir un emploi du temps en fonction, n'est-ce pas, des difficultés recensées au niveau de l'enfant, un emploi du temps léger. Parce qu'il ne faut pas le serrer, il faut lui permettre, c'est un enfant, il faut lui permettre de jouer aussi, comme je l'ai dit. Au-delà de 30 à 40 minutes, l'enfant ne suit plus, hein. Son attention est complètement... Donc, si vous forcez, ce n'est même pas la peine. Et il doit encadrer régulièrement le travail de l'enfant. Et le parent, lui aussi, doit suivre cela. Tout à fait. Alors, parce que vous avez donné un répétiteur à votre enfant que vous n'allez plus voir ce qui se passe. Il doit voir maintenant, depuis qu'il a donné le répétiteur, comment évoluent les notes maintenant de l'enfant. Et il doit voir si l'emploi du temps qu'ils ont arrêté ensemble avec le parent et l'enfant, les trois là,
si ce temps est effectivement respecté. Alors, est-ce que moi, parent, je devrais engager l'un des professeurs de classe de mon enfant pour le suivre à la maison, afin d'être sûr qu'il performe? Il ne faut pas ça, justement. Et pourquoi pas? En tant qu'expert, je vous dis que c'est pas bon. C'est quoi le Parce danger que ou le risque? La méthodologie employée par l'enseignant en classe, qu'il a expliqué, l'enfant n'a pas compris. Si c'est pour reprendre la même méthodologie, la même approche à la maison, il ne comprendra toujours pas. Il vaut mieux avoir un autre qui change de façon de faire, qui change de stratégie, pour qu'on ait des chances à ce que l'enfant comprenne. D'accord. Ça nous amène tout de suite à échanger avec notre cher invité, M. JJ APA, qui est professeur de physique-chimie au cours secondaire méthodiste de Nyangon, c'est à Yopougon. Vous avez 31 ans d'expérience, et je précise aussi que vous êtes répétiteur à vos heures libres. Bonjour et bienvenue. Allez-y, veuillez rapprocher le micro. Voilà. Ça va? Bonjour et bienvenue, merci, professeur. merci. D'accord. Professeur, au regard de toute votre expérience, hein, c'est plus de 3 décennies d'expérience, donc 3 décennies plus 1, quel est le constat que vous faites? Où se trouvent les lacunes de nos jeunes apprenants? Je vous remercie. C'est vraiment l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer. Depuis 31 ans, je constate que il n'y a pas d'enfant bête. Il n'y a pas d'enfant bête. Un enfant peut être mal orienté. De nos jours, les enfants sont distraits. Ils ont la télévision, ils ont l'Internet. Donc, ils ne sont pas concentrés sur leurs études. Voilà. Parce qu'en classe, quand le cours est fait, logiquement, on n'a pas besoin de répétiteurs. Tel que le cours est fait en classe, on n'a pas besoin. Les enfants paressent. Donc, quand les parents engagent des répétiteurs, c'est une bonne chose. C'est très bien. Parmi eux, il y a des paresseux qui n'aiment pas travailler. Parmi eux, il y a des moteurs diesel, c'est-à-dire ils sont lents. Parmi eux, il y a des moteurs essence qui vont vite. Et parmi eux, il y en a qui sont en panne. Donc tout ça, il faut voir tout ça. Que faut-il faire quand surtout si c'est les derniers cas, quand l'enfant est en panne ou qu'il est en moteur? Quand il est en panne, quand il est en panne, généralement, il faut que tu fasses un diagnostic. En 2 séances, 3 séances, tu dois être capable de détecter les problèmes de l'enfant. Mais généralement, c'est les prérequis. Parce que l'enfant, il est en 6e, il ne connaît pas le son de CM2. Il est en 3e, il comprend le son de 4e. Et ça crée des problèmes. So, logiquement, un cours à domicile n'est pas fait pour perdurer. D'accord. Ok, alors je vais vous poser un cas pratique. Moi, parent, mon enfant vient me voir, il me dit, papa, l'année dernière et puis l'année d'avant, je comprenais très bien l'anglais. Mais cette année, on a un professeur là, je ne sais pas, quand il explique, je n'arrive pas à comprendre. Alors quand il y a une situation comme ça, quelle doit être la réaction non seulement du parent, mais aussi de l'enfant? Il y a aussi le point d'antipathie. Hein. L'enfant peut ne pas aimer le professeur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le prof, c'est monsieur Chevaux qui enseigne. L'enfant, il connaît son papa, sa maman à la maison, comme des amis. Donc, quand le prof vient, par exemple, et puis il n'est pas ce que l'enfant veut, généralement, c'est l'enfant qui doit s'adapter. C'est pas au professeur de s'adapter, c'est à l'enfant de s'adapter. Oui. Monsieur Ili Baba, un conseil sur ce point-là? Oui, c'est justement pour cela que je dis que le répétiteur ne doit pas être l'enseignant de la classe, justement. Parce que si déjà il y a problème entre eux, en classe, et que ça se répète à la maison, ça ne résout pas le problème. Surtout, l'enseignant doit briser, comme on appelle, la glace. Il doit avoir une confiance entre l'apprenant et le maître. Ils doivent échanger souvent. De sorte que l'enfant puisse exprimer véritablement. Il considère le maître comme un papa, un oncle ou un grand frère, qui puisse lui dire véritablement ce qui ne va pas. D'accord. Et c'est en fonction de cela que lui pourra maintenant remoduler sa façon de faire avec lui pour qu'on puisse avoir de bons résultats. D'accord. Monsieur JJ APA, vous êtes professeur, hein, et donc je parle sous votre contrôle. Il y a des professeurs qui compliquent la tâche aux élèves, c'est-à-dire qu'ils veulent passer comme les professeurs les plus durs du lycée. Lui, dans sa matière, on ne peut pas avoir plus de 14 ou on ne peut pas avoir plus de 13. Donc il complique les devoirs. Et les enfants ont enfin, ils sont là, hein, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont cette expérience. Et les enfants peinent, malgré ils bossent, dans les manuels, enfin, dans les annales, ils reviennent en classe, c'est difficile d'avoir la moyenne. Donc quand on a affaire à un professeur comme ça, ça existe déjà, vous le reconnaissez? Moi, je n'ai pas, logiquement, je ne sais pas, mais ça, c'est l'ancien temps. Vous défendez votre profession, apparemment. Oui, parce que ok. Mais quand ça arrive, parce que vous savez qu'il y a toujours des cas exceptionnels, quand ça t'arrive, que faut-il faire? On a des inspecteurs qui sont là, on a des conseillers pédagogiques qui peuvent tout le remener à l'ordre. Parce que donc l'élève doit aller se plaindre chez le conseiller pédagogique pour dire qu'il y a un professeur pas l'élève. Alors? Le parent. C'est-à-dire que tu dois avec lui, parce que on a les formats d'évaluation. C'est déjà fait. On a plus à faire. Les formats. Quand c'est pas dans le format, le conseiller te remet à l'ordre.
Bon, généralement, c'est collé dans le cahier texte. Donc, il va voir peut-être la direction, pas directement le professeur, parce que le professeur est sous une direction. Le parent va voir le directeur, il va voir le cahier texte d'abord d'un premier temps pour voir si effectivement c'est conforme. D'accord. Ouais. Ça, c'est OK. Oui, en principe, l'administration scolaire suit l'évolution des notes et des moyennes. Il y a un document qu'on appelle le registre de notes, où à chaque fois qu'on rend les copies, on rend les devoirs, les notes sont reprises là-dedans. Donc l'administration scolaire suit. Quand elle constate qu'effectivement les notes sont trop mauvaises, on interpelle l'enseignant pour attirer son attention là-dessus. D'accord. Si ça ne marche toujours pas, alors je dis que nous, la direction de la pédagogie, nous avons des démembrements à l'intérieur, qu'on appelle les antennes de la pédagogie et de la formation continue. Alors le proviseur saisit les conseillers pédagogiques qui viennent alors voir son cours pour voir comment ces devoirs sont donnés, est-ce que ces items sont en conformité avec ce qu'il enseignait, ainsi de suite. Et on trouve une solution à la meilleure place. Sinon, en principe, plus tes élèves ont de bonnes moyennes, plus tu es bon. On mesure ton efficacité, tes compétences, tes aptitudes pédagogiques à partir des résultats scolaires de tes enfants. OK. Parlons de résultats scolaires avant d'aller à la pub. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi, en Occident, je vais prendre peut-être le cas de la France, ils se retrouvent annuellement à des taux de réussite au bac qui dépassent les 80%. Ouais, et en Côte d'Ivoire, on se retrouve généralement autour de 30%. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer cela. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que nous? Non. Ah non, c'est parce que les classes d'abord ne sont pas pléthoriques. Les classes ne sont pas pléthoriques. Nous, on a 80, 100, 120. Il y en a un 120 en Côte d'Ivoire, j'en ai vu. Là-bas, ils sont à 25 par classe. Maintenant, ils veulent passer à 12 par classe. 12 élèves par classe bientôt en France. Dans de telles conditions, la pédagogie différenciée marche très bien. Bien sûr. C'est quoi la pédagogie différenciée? C'est de voir le cas spécifique de chaque élève et puis de s'appuyer véritablement sur lui. Les enfants sont différents les uns des autres. Comme il a expliqué tout à l'heure, ils n'ont pas le même niveau d'apprentissage. Donc, moins ils sont nombreux, plus vous êtes efficace en classe. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les matériels didactiques sont partout. Les bibliothèques sont fournies, il y a l'Internet partout. Il suffit de travailler là-dessus et puis voir les anciens sujets qui sont donnés, puis c'est les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Vous voyez? Donc, les conditions ne sont vraiment pas les mêmes. On essaie d'aller vers eux, mais avec nos effectifs, il y a encore du chemin à faire. On n'a pas les mêmes conditions, donc on n'a pas les mêmes résultats. D'accord. Allez, on n'a pas la même pub, hein. C'est juste une autre. Et on se revient juste sur le plateau de ce midi. Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Alors, si chez nous, en Afrique, le système des cours particuliers date de la nuit des temps, j'ai envie de dire, eh bien, il a explosé littéralement au début des années 2000 en Occident. Auparavant destiné aux ménages les plus aisés, donc aux familles qui avaient les moyens, il s'est démocratisé à l'ensemble de la population là-bas, qui y recourt pour 3 raisons principales. On a vu que c'était parfois par manque de temps. Les parents travaillent davantage, les femmes aussi, donc ils sont moins disponibles ou présents au moment des devoirs pour les enfants. Ça peut être aussi par manque de connaissances. On a des parents qui ont des lacunes, qui n'ont pas poussé les études, qui n'ont pas été très loin. Et pour que leurs enfants ne pâtissent pas de ces carences-là, engagent des maîtres ou des répétiteurs pour les cours à domicile. Mais surtout, la troisième raison, c'est la grande course à la réussite, parce que chaque famille veut placer sa progéniture en pole position de départ de la vie professionnelle. Donc, les cours particuliers sont un business, il faut le dire quand même, en Occident, particulièrement lucratif et florissant. Selon Business Lodge, au niveau mondial, les cours particuliers représentaient un chiffre d'affaires de 196,3 milliards de dollars en 2020. Je n'ai pas fait la conversion en francs CFA, voilà, parce que ce sera astronomique. Et c'est l'Asie qui est championne du monde avec des cours particuliers. Et parmi les pays où ce business est particulièrement florissant, on retrouve la Chine, où ce chiffre d'affaires s'élève à 60 milliards de dollars. En même temps, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et puis, c'est une culture même chez eux. C'est comme ça. On a ensuite la Corée du Sud, avec 20 milliards de dollars. Et on a enfin Singapour, où les cours particuliers représentent un business de 11 milliards de dollars. En deuxième position sur le podium, on retrouve les États-Unis, avec 46,9 milliards de dollars. Et en Europe, c'est la France qui est championne des cours particuliers et qui, chaque année, en fait, les parents dépensent 2 milliards d'euros plutôt, pour les cours particuliers des enfants. Alors, je voulais juste préciser, figurez-vous qu'en France, par exemple, il y a 6 grandes agences qui se partagent en fait le monopole des cours particuliers, mais ces cours particuliers donnés dans la légalité ne représentent que 20% des cours particuliers dispensés. Autrement dit, les cours particuliers donnés aux blacks, aux noirs, dans le secteur informel, représentent 80% de l'activité totale des cours particuliers. Alors, juste un petit conseil pour terminer rapidement aux parents, orientez-vous vers des structures agréées. Parce que ce qui s'est passé
passé en fait avec le développement de ce business-là, c'est qu'on retrouve de jeunes étudiants diplômés, parfois qui ne sont pas du tout diplômés dans le domaine de l'éducation. On retrouve des particuliers et on retrouve beaucoup de gens aussi qui ne sont pas qualifiés et qui cherchent simplement à arrondir leur fin de mois. Donc orientez-vous vers des agences agréées, surtout pour être sûr. C'est bien de donner des cours particuliers à ces enfants, mais il vaut mieux que ce soit adapté, quoi. Merci beaucoup, Manuela Pokossi. Alors, ça nous pousse à vous envoyer cette question. Madame Fofana, comment se fait la tarification des cours particuliers que vous administrez? Combien par mois il faut payer? Bon, les élèves du primaire, je les prends 3 000 par mois. Ceux du secondaire, 5 000. Ok, d'accord. Primaire 3 000, secondaire 5 000. Vous êtes quoi, la plus abordable du marché ou il y a des prix qui sont plus... Il y a des prix qui sont plus élevés. D'accord. Mais là-bas, même quand d'abord, quand il y a un élève de terminale, quand je dis 10 000, vraiment, les parents ne peuvent pas. Ok. Vous êtes obligé de vous adapter. D'accord, pas de souci. Alors, avant de terminer cette émission, Monsieur Ili Baba, oui. un message... Tout à fait. Allez, Paulus ou Ili Baba? Bon, Paulus, d'abord, on va prendre une réaction et on finit avec vous, M. Ili Baba. D'accord. Alors, Marius Doko, il remet sur la table la question des parents qui accusent les répétiteurs d'être à la base des échecs. Du coup, la question, une autre question qui en ressort, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui régit la fonction du répétiteur? Sinon, d'où tenez-vous le profil que vous avez dressé tout à l'heure? Justement, en attendant vraiment qu'il y ait une législation, nous souhaitons vivement qu'il y ait une collaboration franche entre nous et puis les structures qui donnent ces cours à domicile. Cela va leur permettre, c'est-à-dire permettre à ces structures-là de pouvoir bénéficier des conseils des professionnels quand même en éducation. Mais pour le moment, il n'y a pas de législation. C'est fort de notre expertise que nous avons pu déceler toutes ces insuffisances. Alors, je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier, vraiment féliciter Mme Fofana, oui. Hein, c'est pas Bamba, c'est Mme Fofana, à travers elle et toutes ces structures-là, qui vraiment posent des actions qui nous aident. Parce que notre mission régalienne, c'est l'éducation et la formation des enfants. Et comme on le dit chez nous, quand vous avez une rivière, vous voulez vider l'eau pour prendre des poissons. Celui qui vient boire, qui vient prendre de l'eau pour boire, c'est votre ami. Mais celui qui vient pisser là-dedans, par contre, c'est votre ennemi. Donc, nous aide véritablement. Merci beaucoup. Pour terminer, j'allais dire qu'il ne faut pas que ces cours-là soient indéfinis. Il faut apprendre l'enfant à être autonome. Indépendant. Une fois qu'il a construit suffisamment cette autonomie-là, il faut le laisser évoluer seul. C'est comme la voiture de l'étudiant à l'époque. Il faut la pousser. Une fois qu'elle démarre, bon, vous la laissez partir. D'accord. Merci beaucoup, M. Ili Baba. Le dernier mot de notre cher professeur en chimie. Je voulais rebondir sur ce qu'il dit. Les cours de renforcement ou même à domicile. 1 minute pour le faire. C'est pas fait pour perdurer. Oui. Il faut aider l'enfant et on laisse se débrouiller. D'accord. Parce qu'à l'examen, il est seul dans sa copie. Dans la vie active, il est seul. Donc c'est ce que je veux conseiller aux parents. D'accord. Mais c'est bien qu'ils amènent des profs à la maison. Merci beaucoup, monsieur... Attendez, il faut que je retrouve rapidement monsieur JJ APA. Voilà. Et on va saluer ensemble nos 5 jeunes écrivains. 5 jeunes écrivains qui viennent de Dabou. Ezin Shalom Russell, Atikoglo Julienne, Nessémon Adélaïde, Séri Rabé et puis Zida, mademoiselle Zida, l'écrivaine Nanan Kété-Kouassi et du... Vous êtes tous du collège Chateaubriand, c'est bien ça? Bon, enfin, de différentes écoles. Vous avez des ouvrages? Ok, bon, le temps ne suffira pas, mais on va voir, on va quand même présenter, c'est quoi? Les destinées entremêlées. Vous êtes tous auteurs de cet ouvrage. Les destinées entremêlées, on peut le trouver en librairie? D'accord. Félicitations à vous. On vous applaudit très fort ici. Ça, c'est une belle image de l'école ivoirienne. On aura le temps de vous recevoir dans une autre émission, mais en tout cas, sachez que vous avez toute notre fierté. Et puis, merci donc à tous ceux qui ont participé ici en public. Notre reconnaissance, notre gratitude à vous pour tous les sacrifices que vous faites. C'est vrai que parfois, on tire sur vous, cher professeur, mais vous êtes indispensable pour le développement de notre pays et de nos enfants. Merci infiniment. Merci aussi, pour terminer, à nos chers amis du collège méthodiste de Dabou. Voilà. C'était une belle émission partagée avec vous. Merci ma chère Manuela, merci à vous Paulus Agaton, merci à vous monsieur Ili Baba et merci à vous, chère invitée, Madame Fofana. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée à tous et à toutes. Demain vendredi, émission exceptionnelle avec un invité international. Ne ratez pas ça en attendant. Passez une excellente journée sur RTI1. Salut.